Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes parlementaires. C'est l'heure de Parlement Hebdo avec Aude Moracchini. Bonjour Aude. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité cette semaine, Paris et Berlin sur la même longueur d'onde. Politique, célébration grande pompe du 50e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand. 400 députés, des sénateurs, tous rassemblés à Berlin pour écouter le couple Angela Merkel-François Hollande. Unis contre le mariage pour tous, des députés UMP ceints de l'écharpe tricolore ont marché cette semaine sur l'Elysée pour demander à être reçus par François Hollande. Veillée d'armes avant d'attaquer les débats dans l'hémicycle. Début mardi prochain pour 15 jours qui s'annoncent animés. Enfin, c'est l'image de cette fin de semaine. Florence Cassé, libérée. 7 ans passés dans les geôles mexicaines. À son arrivée à Paris, elle a rendu hommage à Nicolas Sarkozy et François Hollande pour avoir œuvré à sa libération. Et avec nous pour commenter l'actualité, François de Rugy. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes député de Loire-Atlantique et coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée. Alors, est-ce qu'on doit dire coprésident parce qu'il se trouve que l'Assemblée ne veut pas d'une coprésidence, ce n'est pas dans le règlement, et que pour l'instant, ce serait plutôt Barbara Pompili qui serait présidente? Mais il faut dire coprésident, parce que c'est comme ça que nous le concevons, elle et moi et l'ensemble de notre groupe. Nous avons souhaité faire cela déjà depuis le mois de juin dernier, donc l'Assemblée ne le reconnaît pas officiellement. On va proposer une réforme du règlement qui devrait être examinée à la fin du mois de janvier. Voilà, le 31 janvier, et puis on verra si c'est adopté. Nous le souhaitons, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez souple, assez moderne, en plus, c'est Chabada, ça, vous voulez un homme, une femme. Oui, tout à fait. Vous le proposez, vous ne le rendez pas obligatoire. Vous le proposez. On propose qu'il puisse y avoir une coprésidence, mais si elle a lieu, on souhaite qu'elle soit paritaire. Et si c'est rejeté, qui est président ou présidente? Eh bien, on le fera à tour de rôle. Je l'ai été pendant les 6 premiers mois du mandat. Barbara Pompili a commencé depuis le 14 janvier. Elle est présidente et elle est la première dans l'histoire de la Ve République, à ma connaissance, à être présidente en titre d'un groupe parlementaire. Mais le pouvoir, c'est mieux à deux? Je pense que c'est une bonne façon à la fois d'afficher clairement la parité. Nous sommes le seul groupe à l'Assemblée nationale qui compte autant de députés ES que de députés EES. Nous sommes les seuls, c'est ainsi. Et alors que rien n'oblige dans la loi à avoir la parité aux législatives. Et puis, nous avons vu en Allemagne, puisqu'on parlait de l'Allemagne, que ça se pratique depuis longtemps. Les Verts le pratiquent en Allemagne. On va voir que le modèle allemand vous plaît beaucoup à bien des égards. Alors, c'est la règle. On a demandé à vos collègues ce qu'ils pensent de vous. Et on a évidemment demandé en premier à Barbara Pompili. Et c'est François Slama qui a posé la question en 4 colonnes. Alors François de Rugy, c'est un passionné de politique et ça fait très longtemps qu'il l'est. Donc forcément, en tant que député, on le voit qui est investi sur énormément de sujets. D'ailleurs, il est impressionnant parce qu'il a un avis sur tout. Il nous aide beaucoup. C'est un très bon coprésident de groupe. C'est un esprit assez fin. Voilà, c'est quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui a des convictions. C'est un homme intelligent et il n'est pas prétentieux. C'est, je pense, un des meilleurs de la nouvelle génération des hommes politiques. Je ne penserais pas forcément la même chose de François de Rugy en tant qu'homme et en tant que député. En tant qu'homme, il est plutôt éminemment sympathique, plutôt ouvert et quelqu'un avec qui on peut discuter sans aucune difficulté. Mais dès qu'il y a une caméra, on est dans l'hémicycle, là, M. de Rugy devient véritablement rugissant. Et là, il devient souvent un peu caricatural, un peu systématique et un peu manichéen. Et donc l'homme et le parlementaire, c'est pas tout à fait la même chose. Vous reconnaissez un petit peu dans ce que dit Benoît Paru ou pas du tout? Je pourrais lui renvoyer le compliment assez facilement. C'est pas le principe de la politique. Oui, je trouve que c'est un petit peu caricatural justement ce qu'il dit, parce que s'il a suivi réellement ce que j'ai fait, par exemple dans le précédent mandat où j'étais dans l'opposition, je crois avoir montré à certaines reprises, j'ai voté pour le Grenelle de l'environnement, j'ai voté pour certaines lois, j'ai voté pour un accord social qui avait été à l'époque fait par les partenaires sociaux. J'étais le seul à gauche à l'avoir fait, mais je ne le regrette pas du tout. Alors, sans caricature et sans rugir, on va faire ensemble cette émission et on va commencer avec le voyage parlementaire de la semaine. Direction Berlin pour les noces d'or France-Allemagne. Alors nous sommes mardi à l'occasion des 50 ans du traité de l'Elysée. Une partie du gouvernement, quelques 400 députés et des sénateurs font le voyage à Berlin avec en point d'orgue la séance du Bundestag où les députés allemands se sont serrés pour vous faire de la place. Récit de la séance avec Rim Benhammer. La scène fera date. Parlementaires allemands et français réunis au Bundestag, toute une organisation
400 parlementaires français présents, du Front de gauche au Front national en passant par l'UMP et le PS. Des chaises ont donc été rajoutées, placement libre, excepté pour le premier rang. 50 ans jour pour jour après la signature par De Gaulle et Adenauer du traité de l'Élysée, les présidents d'Assemblée n'ont qu'un mot à la bouche, historique. Que de chemins parcourus ensemble, que d'obstacles franchis, de prétendues fatalités évitées, de mauvaises destinées esquivées. Ceux qui ont conscience de la signification de ces 50 dernières années de l'histoire européenne ne peuvent pas considérer que cette commémoration n'est qu'un chiffre rond ou un événement quelconque. Même discours et même émotion pour le chef de l'État français. Je mesure le moment exceptionnel que nous vivons et le privilège qui m'est donné de m'exprimer ici au nom de la France au Bundestag. Angela Merkel prend la parole et provoque une salve d'applaudissements lorsqu'elle évoque le Mali. L'Allemagne est aux côtés de la France pour ce qui est de la mission au Mali. Voilà pourquoi nous soutenons la France. Puis tour à tour, les présidents de groupe des deux pays se succèdent à la tribune. Bruno Le Roux se démarque, c'est le premier à se lancer dans la langue de Goethe. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. La chancelière approuve. 2h30 de discours et une fin de session parlementaire toute trouvée. La Marseillaise résonne en plein cœur du Bundestag. Voilà, François de Rugy, vous étiez également dans cet hémicycle à Berlin avec vos collègues qui, visiblement, ont apprécié l'expérience. Je vous propose d'en écouter certains d'entre eux. J'étais côte à côte avec un collègue allemand qui est né un an avant moi, donc en 63, qui donc était très ému parce qu'il me racontait que son père avait fait la guerre, son grand-père avait fait la guerre, et qu'il était la première génération à ne pas être en guerre. Il était vraiment très ému et je partageais cette émotion parce qu'en fait ce sont les destins croisés de deux nations depuis des siècles et je trouve que c'est un moment très émouvant aujourd'hui. Je crois que nous avons chacun nos particularités, notre histoire, notre culture, notre manière de voir les choses. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, c'est l'épine dorsale de l'Union européenne, même si elle est à 27. Et c'est une façon quand même, pour beaucoup de parlementaires, de comprendre l'importance de cette relation entre la France et l'Allemagne. Alors, moment historique ou une très belle image pour l'histoire ? C'est surtout un anniversaire important. Moment historique, je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas eu de grande annonce, il n'y a pas eu de discours très marquant, comme il y avait pu y avoir François Mitterrand, par exemple, au Bundestag dans les années 80. C'est assez rare, d'ailleurs, qu'un chef d'État étranger s'exprime devant le Bundestag. En revanche, c'est un moment intéressant. En tout cas, pour nous, Français, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant par les échanges qu'on a pu avoir avec nos collègues allemands. Il n'en est rien ressorti, finalement, de très spécifique. Pas d'annonce. Non, mais la construction européenne est en crise. Le couple franco-allemand n'est plus ce qu'il était, en quelque sorte. Ça, c'est une réalité. Et elle n'a pas été changée, bouleversée, simplement parce qu'on se réunissait dans le même Parlement. Le symbole était intéressant, quand même, que les deux parlements, pas simplement qu'un chef d'État français s'exprime devant le Parlement allemand, mais que les deux parlements siègent ensemble. Ça, je trouve le symbole très intéressant. Mais il sera d'autant plus fort qu'il débouchera sur quelque chose dans les années à venir. On a entendu Angela Merkel parler du Mali. Vous-même, vous faites partie de la Commission de la Défense. Contrairement à Noël Mamère, vous avez approuvé l'intervention au Mali. Est-ce que vous avez senti pendant votre voyage à Berlin qu'il y avait une réelle volonté de la chancelière d'impulser une action européenne ? J'ai senti deux choses. D'abord, les Allemands, il faut le savoir, sont quasiment en campagne électorale puisqu'il va y avoir des élections législatives au mois de septembre prochain. Donc en Allemagne, l'engagement de troupes allemandes dans des conflits extérieurs est assez peu populaire. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, nos homologues nous l'ont dit. Donc toutes les forces politiques allemandes sont très prudentes par rapport à l'engagement allemand. En revanche, avoir un engagement plus fort, et là nos homologues verts nous l'ont dit, ils souhaitent, ils interpellent la chancelière d'ailleurs pour qu'il y ait un engagement au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, du point de vue logistique, ça a déjà commencé, mais de façon de plus ample, et puis aussi du point de vue humanitaire, du point de vue de la formation. Les écologistes seraient pour ils soutiennent l'intervention. Mais il y a peu de chance pour que les Allemands viennent sur le terrain, à l'heure actuelle.
Je pense que compte tenu du fait qu'il y a des élections au mois de septembre, c'est assez peu probable dans l'immédiat, oui. Alors, en tant que coprésident de groupe, vous êtes exprimé vous-même à la tribune, vous avez même parlé en allemand, dans un bel allemand, semble-t-il, une langue que visiblement vous maîtrisez bien. Vous avez quand même poursuivi en français, et comme vous aviez 3 minutes seulement, vous en êtes venu à l'essentiel, à savoir notamment la fiscalité écologiste. On écoute. Mesdames et messieurs les députés du Bundestag, nous voulons d'abord vous dire qu'en confirmant récemment le choix de sortie du nucléaire, vous avez fait un bon choix. Nos différences dans ce domaine, comme dans d'autres, peuvent être des forces. Les compétences acquises par les uns seront utiles aux autres. Écologie, fonctionnement institutionnel plus parlementaire, culture de la négociation et du compromis social. Pour les écologistes, si l'Allemagne n'est pas un modèle à copier, elle est une référence dont nous pouvons souvent nous inspirer et nous enrichir, et pour notre part, nous le revendiquons. Alors François de Rugy, si l'Allemagne n'est pas un modèle pour vous, ça y ressemble quand même terriblement. Je crois que c'est une source d'inspiration. Bon, pour les écologistes, ça vous étonnera peut-être pas beaucoup. Les Allemands ont ouvert la voie de l'écologie politique. Vous savez qu'au Bundestag, il y a un groupe écologiste depuis 30 ans, cette année, 30 ans. Nous, ça fait 6 mois. Donc, ils ont un peu d'avance sur nous, il faut bien le reconnaître. Pour autant, moi, je ne suis pas du tout dans la logique, en effet, du modèle à copier, parce que je crois que chaque pays a son histoire. Mais en revanche, on peut s'enrichir mutuellement. C'est souvent, alors dans ces cas-là, une banalité que de le dire, mais c'est une réalité. Et j'ai cité des exemples. Notamment le contrôle parlementaire. Vous enviez le pouvoir des députés allemands. Vous savez que le président du groupe du parti auquel appartient Mme Merkel a dit dans son intervention « Nous tenons particulièrement à ce que Mme Merkel, donc la chancelière qu'il soutient, respecte le fait que c'est le groupe parlementaire qui a le dernier mot. » Et il l'a dit à la tribune, il a dit indirectement à François Hollande en disant « Vous savez, quand Mme Merkel vous dit qu'elle doit tenir compte du Parlement, ce n'est pas une figure de style et nous y tenons. » Ça fait rêver. Je crois que c'est une démocratie qui est plus avancée du point de vue parlementaire que nous. Et Jean-François Copé qui a dit à Berlin, il reproche à François Hollande d'être un petit peu l'auteur de la dégradation du couple franco-allemand. Pour vous, c'est quoi? C'est déplacé? Oui, c'est totalement déplacé, d'autant plus que les gesticulations... C'était pas le moment, en fait. Bon, c'était pas du tout le moment, mais même... Non, mais moi, ça me gêne pas qu'on fasse de la politique. Vous savez, moi, j'ai dit un certain nombre de choses. Je pense que ça sert à rien de faire de la langue de bois parce qu'on est dans un anniversaire. Mais au-delà de cela, Nicolas Sarkozy, avec ses gesticulations permanentes pendant 5 ans, je crois qu'il n'a pas fait grand-chose pour renforcer le couple franco-allemand. À la fin, il a été très suiviste vis-à-vis de Mme Merkel, mais au départ, il a voulu jouer cavalier seul. Et moi, je l'ai dit, le cavalier seul, la tentation du cavalier seul, c'est la pire des choses, des deux côtés, parce qu'on sait qu'elle existe aujourd'hui fortement en Allemagne. Pour parler encore un petit peu de l'Europe, vous avez peut-être aussi suivi au même moment ce qui se passait en Angleterre, qui demande un référendum, éventuellement en 2017, pour voir si on sort de l'Europe ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait Là aussi, c'est de la politique de la part de David Cameron, mais... Ce serait peut-être bien qu'on aille faire une session commune à la Chambre des communes, justement. Je ne sais pas si on serait obligé de mettre avec la petite perruque. Non, mais plus sérieusement, moi, je vais vous dire 2 choses sur la Grande-Bretagne. Que la Grande-Bretagne veuille faire un référendum, pourquoi pas? Après tout, la Grande-Bretagne arrête pas de nous faire le chantage à la sortie de l'Union européenne. Moi, je trouverais ça mieux qu'il y ait un référendum. Alors, et par ailleurs, on je peut vais vous dire... concevoir l'Union européenne sans la Grande-Bretagne? Oui, j'ai dit en provoquant, lorsque Cameron a fait cette annonce, j'ai dit à la limite, pourvu que les Britanniques votent non au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, parce que je crois que le modèle britannique de la construction européenne est un modèle mortifère, qui d'ailleurs est en train de se mettre en place, c'est-à-dire une simple zone de libre-échange. Et surtout, ce que nous devons dire à David Cameron, et François Hollande l'a fait fermement, et il a tout à fait raison, c'est qu'il est hors de question qu'on renégocie quoi que ce soit avant ce référendum. C'est un référendum de principe sur le maintien ou non de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, point à la ligne. Alors moi, je voudrais vous proposer une image. On va reparler de la France et de l'Allemagne. Vous savez toujours que c'est affaire de symbole, évidemment. On se rappelle de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, main dans la main. Et là, cette fois, c'est François Hollande et Angela Merkel. Une bise, oui, mais très timide. Avec eux, ça a été au début très rugueux, et puis c'est devenu, au fil du temps, peut-être un petit peu plus sérieux. C'était difficile au départ.
Madame Merkel, nous l'avons vu, vous savez, moi je suis intervenu en étant face à Madame Merkel et à François Hollande. Madame Merkel est un animal de sang-froid, hein, ce n'est pas quelqu'un de très expressif, c'est indéniable. Donc je crois qu'il faut respecter... Et François Hollande un peu sur la réserve aussi. Est également quelqu'un de beaucoup moins extraverti que ne l'était son prédécesseur. Moi je trouve que ça peut faire un bon équilibre. Hein. Et vous savez, les relations franco-allemandes, elles se sont jamais construites immédiatement. On parlait de Adenauer et Charles de Gaulle. Ils ont signé ce traité en 1963. Adenauer était chancelier depuis longtemps et Charles de Gaulle était président de la République depuis 5 ans. Helmut Kohl et François Mitterrand, au début, on avait dit que voilà, et on avait dit notamment parce qu'il faut se rappeler qu'Helmut Kohl a succédé à un chancelier social-démocrate que François Mitterrand avait connu au départ, lequel chancelier social-démocrate s'entendait bien avec Valéry Giscard d'Estaing. Au fond, c'est qu'on est obligé de condamner à s'entendre finalement. Ils n'ont pas le choix. Ah ben je crois en effet que l'Allemagne et la France, si on veut faire progresser la construction européenne, doivent absolument s'entendre. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Peu importe qu'on se distue ou qu'on se fasse la bise, même de loin. Oui, ou que, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy, Monsieur Merkel, en parlant du mari d'Angela Merkel, qui ne porte pas ce nom-là. Allez, on va passer au mercredi. C'est la grogne des profs. Allez, ce mercredi, les enseignants du primaire se mobilisent. Vincent Payon présente en Conseil des ministres son projet de refondation de l'école au milieu de mesures très consensuelles. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, comme bien sûr la réforme des rythmes scolaires. Dans l'après-midi, la contestation passe de la rue à l'Assemblée. Pierre Lascar. La grogne des professeurs des écoles s'est poursuivie aujourd'hui. Ils n'étaient certes pas plus de 2000 dans la rue, mais toujours insatisfaits par le manque de concertation. Je manifeste contre une réforme qui se fait essentiellement à la va-vite. Ça fait 8-10 mois qu'ils sont là et on a déjà une réforme qui nous tombe tout cuit, sans véritable consultation, sans prendre le temps de mettre les choses bien à plat, de consulter tout le monde. Si la réforme voulue par le gouvernement permettrait de créer 60 000 postes d'enseignants, la problématique du rythme scolaire reste un sujet de discorde. Mais pour les syndicats, pas question d'accepter les accusations de corporatisme. Nous n'avons jamais fait de différence entre les conditions de travail des maîtres et les conditions d'enseignement pour les élèves. Nous pensons que s'il n'y avait pas les statuts des personnels, il y a bien longtemps que l'école publique serait par terre. Donc en défendant nos statuts, nos conditions de travail, nous avons la ferme conviction de défendre l'école. La réforme de l'éducation s'est aussi invitée dans l'hémicycle cet après-midi. L'occasion pour le gouvernement d'affirmer sa volonté d'aboutir sur le sujet. Pour les professeurs et pour les collectivités territoriales, il y aura une nécessité de s'adapter. Mais cette réforme est indispensable parce qu'elle est dans l'intérêt de nos enfants. Nos enfants sont maltraités parmi tous les enfants de l'OCDE. Ils sont ceux qui ont le moins de jours de classe. 144 jours, alors que 187 jours pour les autres enfants. Par conséquent, il faut impérativement que les choses évoluent. Au-delà du fond, c'est sur la méthode du ministre de l'Éducation que l'UMP se montre très critique. On est sur une réforme impréparée avec un ministre qui n'écoute pas. Nous, on était habitués à l'arrogance et à la suffisance de M. Payon, mais je pense que d'autres sont en train de le découvrir aujourd'hui, notamment les enseignants. Aujourd'hui, la traduction législative de la réforme de l'éducation reste encore floue. Mais les syndicats ont d'ores et déjà prévenu, il y aura d'autres journées d'action. François de Rugy, vous aviez des parents enseignants. Vous pensez quoi de cette contestation sur les rythmes scolaires notamment ? Elle ne m'étonne pas beaucoup parce que la grosse erreur, ça a été de supprimer l'école le samedi matin sans basculer immédiatement sur le mercredi matin. Moi, je l'avais dit à l'époque. Pour les 4 jours et demi. Ouais. Ah oui, tout à fait. Je soutiens cette réforme. Je pense qu'elle est très importante. Vous savez, je vous disais, je suis fils et petit-fils d'enseignants, mais je suis aussi parent d'élèves. Et donc, je connais aussi l'école par le biais des élèves. Et je vois aujourd'hui une école concentrée sur 4 jours. Ce n'est pas une bonne chose. Et ce serait l'intérêt de tout le monde d'avoir une demi-journée le mercredi matin. Après, il faut négocier, c'est normal. Les enseignants ne vont pas accepter comme cela, c'est normal ce changement. Et les attaques, quand on dit c'est du corporatisme, ils restent finalement bloqués, on ne peut absolument pas réformer l'école. C'est possible, selon vous ? Moi, je crois justement que si on négocie, si on discute et qu'on fait preuve de détermination, on y arrive. Oui, Vincent Payon dit, je leur ai donné 60 000 places. Finalement, on va créer 60 000 places et aujourd'hui, on m'attaque encore une fois dans la rue.
Oui, mais nous avons discuté avec Vincent Peillon il y a quelques semaines et nous étions bien conscients de ces difficultés. On ne va pas faire ces changements-là sans qu'il y ait un minimum de discussion, donc de contestation, parce qu'il y a une culture syndicale aussi dans l'éducation nationale. Mais pour autant, je crois que quand il y a eu la suppression du samedi matin, les enseignants étaient massivement contre. Ils étaient contre, alors qu'ils auraient pu se satisfaire d'avoir une demi-journée d'enseignement en moins. En plus, les enseignants n'avaient pas de week-end plein et ils ont obtenu cela. Bon, bah là, je crois qu'il faut travailler à ce basculement vers le mercredi matin. C'est un des ministères les plus difficiles, en fait, le ministère de Sans l'Éducation. doute, parce que c'est le ministère où il y a le plus d'agents, plus de fonctionnaires. Donc, dès que vous prenez une mesure, ça a immédiatement des conséquences énormes en termes budgétaires. Il faut que les gens comprennent ça. Dès que vous dites on va faire 2 heures de formation en plus, c'est comme si vous supprimiez d'un seul coup plusieurs milliers de postes. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement lourd à gérer, mais moi je crois que Vincent Peillon, il a le bon discours et la bonne attitude, contrairement à ce qui était dit dans le reportage. Allez, mercredi toujours, on va parler de mercaptan. C'est le nom de ce gaz qui s'échappe depuis la veille d'une usine de Rouen et dont l'odeur se fait sentir jusqu'à Paris et même dans le sud de l'Angleterre. À la sortie du Conseil des ministres, Delphine Batho, en charge de l'environnement, fait une déclaration. On l'écoute. Il y a eu une gêne, c'est un gaz vraiment qui sent très très mauvais. Certaines personnes ont pu ressentir des maux de tête ou bien des nausées. Ce sont des symptômes passagers, il n'y a pas de danger pour la santé du fait de ces émanations de gaz. Je veux être très, très claire et très précise sur ce point. C'est normal de rechercher les causes de cette pollution. Et donc il y aura bien sûr à la fois une enquête administrative et aussi une enquête judiciaire pour établir l'origine de cette fuite de gaz et les responsabilités, bien sûr. Donc est-ce que vous croyez, Delphine Batho, est-ce qu'on peut dire que ce gaz était inoffensif, mais très odorant? Mais je pense qu'en France, on a une mauvaise gestion des risques et là, on en voit encore malheureusement l'illustration parce que d'abord, les gens ont été prévenus de façon très sporadique. Ils l'ont senti, certains, en fait. voilà, de cette façon-là. À 3h du matin, ont été réveillés. D'autres personnes, par Twitter, etc., ont eu des messages. Pas de message officiel pendant longtemps, puis un message officiel difficile à appréhender, c'est quand même normal quand on vous dit attention à protéger les plus fragiles, oui vous pouvez avoir des maux de tête, des nausées, mais non il n'y a pas de problème de santé. Des maux de tête et des nausées, c'est un problème de santé. Donc là on voit bien que malgré d'autres catastrophes par le passé, bon là heureusement visiblement il n'y aura pas d'effet à moyen et long terme, tant mieux. Ça sur un site classé Céveso. Oui, voilà, et ça c'est quand même un problème qu'il n'y ait pas davantage, y compris d'exercice. Nous, on a toujours plaidé pour la transparence la plus totale parce que dès qu'il y a un manque de transparence, il y a du soupçon. Et puis, il faut que les habitants, les riverains, ils aient les moyens, avec des exercices préalables, de réagir, de bien réagir en cas d'alerte, parce que ça peut toujours arriver. J'ai l'impression qu'en France, on préfère continuer à être dans la logique de l'autruche, nier le risque, et puis lorsqu'il arrive, on est complètement démuni. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place justement pour éviter ce genre de désagrément? Pas de l'usine, évidemment, mais faire des tests supplémentaires, mettre des alertes, faire des exercices, c'est ça? Oui, je pense qu'il faut avoir, alors, y compris des protections pour les habitations, etc., parce que dans les plans de prévention des risques, il y a parfois des dispositifs qui ne sont pas activés, y compris des dispositifs financiers pour aider les habitations. Parce que par exemple, s'il faut que les habitations puissent s'isoler, il faut qu'on finance des travaux dans les maisons, dans les logements. Donc ça passe par une loi? Et puis des exercices. Alors une loi peut-être, mais en tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut sortir, et ça, je souhaite que la ministre, y compris, le dise plus clairement, plus fortement, de cette culture de la négation du risque, de la négation avant et même parfois pendant, et puis après on se charge de vite étouffer les affaires. Vous avez eu l'occasion de discuter de tout cela avec Delphine Batho depuis qu'elle est en exercice? Pas récemment, nous l'avions rencontrée très peu de temps après sa nomination et c'était intéressant. Depuis, non, nous avons eu des échanges sur d'autres sujets, mais je souhaite d'une manière générale, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'elle s'affirme davantage. Quand on est ministre de l'écologie, on doit faire face à énormément de lobbies, y compris au cœur de l'État. Donc il faut s'affirmer, il faut faire le bras de fer, il faut surtout pas jouer petit bras et minimiser les problèmes. Elle manque de charisme? Je crois qu'elle est trop prudente. Vous allez faire discuter une proposition de loi normalement venue du Sénat, me semble-t-il, visant à protéger les lanceurs d'alerte. En quoi ça consiste? Vous savez qu'il y a parfois des personnels dans les entreprises qui veulent attirer l'attention sur un problème qu'ils ont détecté, et ce sont parfois les gens qui travaillent dans les entreprises qui sont les mieux placés pour le faire, ou des chercheurs dans leur laboratoire. On a le cas sur telle ou telle molécule où des gens avaient attiré l'attention et puis non seulement ils n'ont pas été écoutés, mais ils ont parfois été sanctionnés. Donc le
premier but de cette proposition de loi, c'est de protéger ceux qui lancent des alertes. Puis surtout qu'il y ait des suites. C'est pour le Code du travail, ça. Oui, ça concerne notamment le Code du travail. Oui, oui, bien sûr. Et c'est difficile, là aussi, on se heurte à des résistances qui ne viennent pas forcément parfois de là où on pense. Là, vous en faites une proposition de loi, vous avez les députés socialistes derrière vous sur cette... On a discuté en commission et il y a eu des modifications, des amendements, mais non, on travaille bien sur ce sujet-là. On avait bien travaillé au Sénat, on a bien travaillé là, il y aura une nouvelle lecture au Sénat, je pense qu'on va avoir une vraie procédure législative sur ce sujet. Donc il y a des vraies discussions avec le Parti socialiste sur toutes vos demandes en ce qui concerne l'écologie. Ils répondent à vos demandes? Là, à partir du moment où nous mettons une proposition de loi à l'ordre du jour, de toute façon on est obligé d'en discuter, mais là on a eu une discussion très constructive. Et puis après, de façon plus générale, bien sûr, vous avez compris. D'une façon plus générale, c'est difficile. Depuis 8 mois, je ne vais pas vous dire que vous ne me croiriez pas si je vous disais que le gouvernement est toujours très ouvert à toutes les propositions écologistes. Mais c'est notre rôle d'insister, et les gens peuvent être sûrs d'une chose, c'est que nous ne lâcherons pas, et que là, on va rentrer dans une phase, en début d'année 2013, beaucoup plus intéressante, puisqu'on a le débat sur l'énergie qui doit se dérouler sur ces 6 premiers mois. Allez, on va passer au jeudi, quand l'UMP parle de famille. Une convention axée sur le rôle et la place de la famille. Le créneau est plutôt porteur pour l'UMP qui poursuit là, évidemment, son offensive contre le mariage pour tous. Des tables rondes, des sociologues, tous opposés à ce mariage. La semaine prochaine à l'Assemblée, vous savez que ce débat arrive dans l'hémicycle. C'est un reportage de Germain Andrieux. C'est le grand retour des conventions et c'est surtout la première à l'UMP depuis l'élection présidentielle. Derrière le thème de la famille, c'est bien sûr le mariage pour tous qui est au centre des débats. L'objectif de l'UMP, reprendre l'offensive médiatique tout en affichant les différentes sensibilités. En clair, éviter toute caricature en laissant la parole aux pros et aux anti-mariage pour tous, même si les anti restent majoritaires. C'est un débat qui est ouvert, oui, bien sûr. Mais la position de l'UMP majoritaire est claire. Mais la grande différence avec le PS, c'est qu'il y a liberté de vote à l'UMP. Et on n'est pas là pour faire un quelconque prosélytisme en disant il faut impérativement voter ça. Ce sont des sujets très personnels qui engagent des réflexions très personnelles. Chacun fait ce qu'il veut en la matière. Et au moins nous débattons. Et tout de même il y a quelque chose qui est très fort à l'UMP, c'est que nous sommes libres. Nous sommes libres de nos convictions, nous sommes libres de leur expression, nous sommes libres de nos débats, nous sommes libres de nos votes. Tout l'enjeu pour l'opposition est de rôder ses arguments à quelques jours d'une mobilisation en faveur du mariage pour tous et surtout avant l'examen du texte à l'Assemblée mardi prochain. Alors, on va en parler un peu longuement. C'est bien sûr l'un des temps forts de cette année parlementaire qui s'ouvre. Le mariage pour tous arrive dans l'hémicycle, donc mardi. On va en parler avec une députée qui va monter au front pendant ces 2 semaines. Et c'est le plus de l'hebdo. Corinne Narassiguin, bonjour. Vous êtes députée socialiste chargée par votre groupe de suivre ce texte aux côtés du rapporteur Erwan Binet. Vous allez donc être amenée à intervenir dans l'hémicycle. Alors comme lui, vous êtes une députée fraîchement élue, une nouvelle députée on peut dire. Est-ce que vous craignez un petit peu ces débats dans l'hémicycle qui vont être agités avec des parlementaires UMP souvent aguerris sur la question? Je pense qu'on a déjà vu... pas mal de confrontations en commission des lois. Moi, j'y suis prête. Ça vous a servi de banc d'essai. Voilà, c'est sûr que ça sera beaucoup plus dur en hémicycle et puis ça durera plus longtemps. Combien d'amendements déposés dans le texte? C'est pas encore fait puisque c'est la date limite, c'est ce soir. Je crois au dernier compteur, on était à peu près 4000. Ah oui. Quand même. Donc ça va être une vraie bataille parlementaire. François de Rugy, je vous vois un peu vous abattu presque. Vous participez à ces amendements. Je me sens assez libre par rapport à cette question de l'obstruction parlementaire, puisque dans le précédent mandat, j'étais dans l'opposition, et j'ai toujours refusé, avec mes collègues écologistes, on n'a jamais déposé ces centaines ou ces milliers d'amendements. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Là, sur ce projet, on en a déposé une dizaine. Donc on est sur vraiment quelque chose de constructif. Et puis, il y a quelques débats qui doivent être posés, qui ne seront sans doute pas tranchés à cette occasion, comme la question de la procréation médicalement assistée, mais que l'on voulait poser par le biais d'amendements. On va en parler, Corinne Narassiguin, notamment sur ces 4000 amendements qui ont été déposés. Évidemment, beaucoup, on imagine, par l'opposition. Vous êtes prête, vous, à cette bataille parlementaire qui va arriver jour, nuit, week-end compris? Oui. Ça y est, vous vous préparez physiquement aussi? Oui, on y est préparé, on prend des vitamines. Mais on a prévu de
débattre jour et nuit, week-end compris. On a prévu, je crois, une plage d'à peu près 2 semaines, mais on espère que ça ne durera pas aussi longtemps. Mais s'il faut aller plus loin, on ira plus loin aussi, on y est prêt. Alors il y a une image, pardon. Je voudrais dire, si vous me permettez, que les gens peuvent se dire « Ah mais c'est le folklore parlementaire, hein, on va siéger des jours, des nuits, le week-end ». Moi je trouve ça ridicule. Et je trouve ça même choquant, dans la période actuelle, que l'UMP choisisse de faire cela, sur ce sujet-là, alors que les gens aimeraient bien que l'on puisse régler ce problème-là, mais passer aussi à d'autres sujets, sur l'emploi, sur l'économie. C'est ça les priorités actuelles. Et c'est l'opposition qui va nous entraîner, qui essaye de nous entraîner dans un débat à rallonge sur ce sujet-là pendant 2 ou 3 semaines. Il aurait fallu utiliser ce qu'on appelle le temps programmé, c'est-à-dire un temps bien défini. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un moment où il faudra savoir que tout le monde prenne sa responsabilité, que tous les groupes. Les arguments ont été échangés au bout de quelques jours. Non, absolument pas. Je pense que c'est important que le débat parlementaire ait lieu de façon normale et qu'on ne passe pas en temps programmé. Il y a le risque de l'obstruction, quand même. Oui, mais je pense que justement, c'est effectivement à l'UMP, au groupe d'opposition, de prendre leurs responsabilités. Je crois que dans les amendements qui sont déposés, il y a, je serais étonnée s'il y a plus de 50 amendements différents venus de l'opposition. Ce sont essentiellement des amendements identiques. Donc c'est effectivement une technique essentiellement d'obstruction. Alors ce mercredi, il y a une image qui vous a sans doute pas échappé. Ce sont ces députés UMP, sein de l'écharpe tricolore, qui ont marché de l'Assemblée jusqu'au palais de l'Élysée. On regarde cette image pour remettre un courrier où ils ont réclamé d'être reçus par François Hollande. Ils ont finalement été reçus par un conseiller de l'Élysée. Des députés UMP qui se plaignent de ne pas être écoutés, qu'il n'y ait pas de négociation malgré l'ampleur de la manifestation des opposants. Ça, vous pouvez comprendre ça ou on les a assez écoutés et puis finalement le texte existe et c'est comme ça? Je pense qu'ils sont, ils sont entendus. Maintenant, on a un désaccord fondamental et je pense que nous considérons que leurs arguments ne sont pas convaincants. C'est pas parce qu'on ne les a pas entendus. Donc il y a un débat qui a lieu quand même partout. Ils en font là aussi un vrai débat de société finalement. Ils se saisissent de ce thème pour faire un vrai choc politique finalement, pour régler aussi quelques problèmes en interne sûrement, mais c'est un vrai choix de société qui va être débattu à l'Assemblée nationale. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas en rajouter. En réalité, quand la droite dit on n'a pas eu de débat, c'est ridicule. On ne les a jamais autant entendus sur ce sujet-là. On a l'impression d'ailleurs qu'il n'y a que ça qui les intéresse, que c'est véritablement on les entend dans la rue aussi. Obsessionnel. Oui, c'est normal. Mais ça fait 15 ans qu'on en parle. Parce que le PACS, il a été discuté et voté il y a 15 ans. Et depuis 15 ans, on parle de cette évolution. Et il y a des débats, que ce soit sur le mariage, sur l'adoption. Moi, je comprends, j'ai reçu les opposants dans ma circonscription, j'ai discuté avec des gens. Je comprends que certaines personnes soient heurtées dans leur schéma. Mais lorsque ce sera voté, lorsque ce sera adopté, que ça entrera en vigueur, je suis convaincu que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on trouvera ça ridicule d'en avoir fait cette bataille de l'année 2013. Pas en arrière si jamais ils sont élus. Sûrement pas. Regardez les autres pays, notamment l'Espagne. Vous parliez du PACS, là, on se souvient de cette bataille homérique, cet échange homérique entre Lionel Jospin et Christine Boutin. Vous avez identifié quelqu'un qui pourrait être la nouvelle Christine Boutin de cette année 2013 ? Non, je ne vais pas me lancer dans les pronostics. Je crois que c'est peut-être Hervé Mariton qui, pour l'instant, a pris la tête au niveau du groupe UMP. On verra comment ça se passera. Et Philippe Gosselin aussi, qui est plus jeune, lui, qui est comme vous d'ailleurs, un peu nouveau dans cette affaire. Sur le PAC, c'est quand même intéressant, c'est que ceux qui l'ont combattu avec une virulence extrême il y a 15 ans en font aujourd'hui le modèle indépassable. Ils nous disent mais surtout pas le mariage, donnons tous les mêmes droits dans le PACS. Donc vous voyez que les choses évoluent et tout est très relatif en la matière. En tout cas, à l'UMP, il y en a avec qui vous pouvez discuter. C'est notamment le cas de Franck Riester, qui est l'un des seuls députés UMP qui va voter pour ce texte. Et quand il y a débat au sein même de l'UMP avec les militants, vous allez voir, c'est assez vif. Reportage, Rim Benhamer. Moderne doit absolument faire en sorte que le débat existe, et il existe au sein de l'UMP en se respectant les uns et les autres. Unité affichée donc. L'homme veut aussi être le porte-voix d'une minorité silencieuse à droite. Il y a un grand nombre d'électeurs, de militants, de sympathisants qui sont favorables au texte et qui me disent nous sommes de droite et nous soutenons le texte. Ils ne sont pas tous homosexuels. Alors, c'est par là. Face à Franck Riester, Hervé Mariton, figure médiatique de la lutte contre le mariage homosexuel. Je pense que l'on prend avec cette évolution un risque sur le modèle familial. Le texte qui est proposé aujourd'hui
ne précise pas qu'on va ouvrir la GPA aux homosexuels et aux hétérosexuels, ne précise pas qu'on va ouvrir la PMA. Non, c'est faux. C'est faux de dire. Dans la salle, une centaine de spectateurs, majoritairement de droite et opposés au mariage pour tous. Le débat est animé. Comment demain on pourra expliquer à un père qui a envie d'épouser sa fille au nom de l'amour, un mariage avec plusieurs femmes au nom de l'amour, comment on pourra leur dire, écoutez, on a dit oui au nom de l'amour une fois et maintenant on ne peut plus dire oui au nom de l'amour. Franck Riester ne relève pas, lui qui a fait officiellement son coming out il y a un an. Il faut essayer de traiter par un peu le mépris ce type de propos, parce que ce qu'attendent parfois les personnes qui les prononcent, c'est qu'il y ait de la polémique et que cette polémique puisse amalgamer les sujets. Le débat à l'Assemblée débute mardi prochain. Le député défendra son opinion à la tribune lors de la discussion générale. C'est quand même très courageux, non, de la part de Franck Riester d'aller devant ce débat quand de temps en temps ça cogne un petit peu. Absolument, c'est très difficile. Moi, j'ai beaucoup eu l'occasion ces derniers mois d'aller discuter avec des opposants, y compris dans des débats publics. Et quand on le fait dans son propre camp, je pense que c'est très difficile. Oui. Finalement, il y a un côté irrationnel dans ces débats. Je pense que il y a beaucoup d'émotions, oui, parce que, comme le disait François de Rugy, ça touche de manière très intime à la conception des gens qui se font de la famille. Et donc, il y a des réactions qui sont très émotionnelles. Vous avez reçu des courriers hostiles, voire de menaces? On sait qu'Erwan Binet en a reçu des costauds. Oui, on a reçu beaucoup de courriers hostiles. Je crois que le groupe socialiste dans son ensemble a reçu des menaces. Oui. De quelle sorte? François de Rugy, vous aussi des menaces, non, à part celle de ne pas voter pour moi, mais des courriers, oui. Moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est que là, je crois que c'est très minoritaire. En tout cas, moi, je fais le pari que c'est très minoritaire, mais des courriers très violents dans leur expression verbale, orduriers, souvent, et ça, j'ai demandé à d'autres collègues qui reçoivent aussi ce genre de courriers, de gens, c'est pas sans doute pas des courriers inventés, hein, ce sont des habitants de Nantes, de ma circonscription. Bon, j'espère que ces manifestations de violence, de haine, d'homophobie vont retomber très vite, parce que là, toutes les associations disent que tous les indicateurs sont au rouge, hein, c'est-à-dire que montent les violences homophobes un peu partout en France, et ça, c'est très inquiétant. Et je pense, moi, c'est le pari que je fais, que cette loi, lorsqu'elle sera adoptée d'ailleurs, fera au contraire retomber cela et fera reculer. C'est-à-dire que des gens qui, y compris aujourd'hui, y sont hostiles, se rendront compte dans quelques années que finalement, leur crainte était infondée. C'est ce qui s'est passé dans les pays du monde notamment la très catholique Espagne. Absolument. Au Canada aussi, au Québec notamment, où c'est une culture très catholique, ça fait très longtemps, ça fait 10 ans et tout va bien. Mais il y a peut-être aussi une raison pour laquelle l'opposition s'est réveillée sur ce texte, c'est quand on a beaucoup parlé de la procréation médicalement assistée, même si aujourd'hui elle a été retirée de ce texte, c'était peut-être une erreur d'en parler à ce moment-là? Vous étiez pour, hein, vous, Corinne Oui, et on continue à être absolument pour le principe. Hein. Moi, on est d'accord sur le fond. Je pense que les sujets sont absolument liés. Simplement, c'est pour des questions, je crois, de s'assurer de faire les choses d'un point de vue législatif le plus solide possible. À partir du moment où le gouvernement nous propose de le faire dans un projet de loi qui permet de le faire de manière plus large, de s'assurer que c'est ouvert à tous les couples. C'est une erreur, donc, à votre avis, d'avoir, comme ça, dès le premier texte, parlé de la PMA? Non, parce que justement, c'était absolument une conséquence directe de permettre aux femmes d'adopter les enfants de leur conjointe à partir du mariage. Et donc, c'était absolument essentiel de soulever ces sujets. Et c'est justement parce qu'on l'a soulevé au cours du débat, du travail parlementaire qui a été fait, que le gouvernement a choisi de le proposer dans un projet de loi qui va venir très rapidement maintenant. François de Rugy, sur ce point, sur la procréation médicalement assistée, erreur ou pas d'en avoir parlé? Ah non, je ne crois pas du tout que c'est une erreur. De toute façon, on en aurait parlé. Mais je crois que peut-être d'une autre façon, sur un point de vue bioéthique. Oui, mais il ne faut pas se tromper. L'opposition au mariage, hein, les quelques centaines de milliers de personnes qui ont défilé dans la rue, c'est une opposition au mariage. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas l'idée que 2 hommes ou 2 femmes se marient. C'est ça le fond du problème. La PMA vient se rajouter, et c'est vrai que la PMA touche à des questions aussi de bioéthique, de même que la gestation pour autrui, dont il n'est pas question en effet dans ce texte. Nous proposons simplement que les enfants issus de cette conception qui ont pu être donc faites aux États-Unis ou ailleurs aient un état civil en France, mais sans aller au-delà, parce que ce serait en effet à ce moment-là une question de bioéthique. Vous n'avez pas reposé d'amendement sur la PMA?
Sur la procréation médicalement assistée, si, nous avons déposé un amendement. Je crois que d'autres députés socialistes... C'est symbolique, parce que, vous l'avez dit, il y a eu un peu une valse hésitation du groupe socialiste qui a commencé par dire oui, puis non. Le gouvernement n'a jamais varié, d'ailleurs. Ça, il faut le dire. Le gouvernement a toujours été François Hollande a toujours dit qu'il en voulait pas. Dans l'idée que ce serait, Madame Taubira aussi, que ce serait dans un autre texte. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire que cette réforme, elle va être votée, malgré toute cette obstruction, ça ne fera que ralentir, mais rien d'autre. Et lorsqu'elle sera adoptée, on se rendra compte de cette avancée extrêmement importante en termes d'égalité des droits. Corinne Narassiguin, ils ont raison, les Verts, de déposer encore un amendement sur la PMA ou Moi, je ne mets pas en cause leur choix. Je vous confirme que nous aurions déposé l'amendement si nous n'avions pas obtenu du gouvernement une garantie sur le contenu du projet de loi famille et un calendrier qui permet une adoption dans l'année. Donc on est absolument sûr maintenant que dans ce projet de loi sur la famille qui sera en Conseil des ministres le 27 mars, il y aura bien la PMA dans ce texte? Absolument. Jean-Marc Ayrault l'a confirmé et il n'y a aucun problème. D'accord. Eh bien, je vous propose de terminer cette émission avec une autre image. C'est un peu l'image de cette fin de semaine, celle de la libération de Florence Cassé. Libérée après 7 ans dans une prison mexicaine, j'ai imaginé longtemps ce moment, a-t-elle dit à sa descente d'avion, accueillie à Roissy par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, que vous voyez sur ces images. Elle a rendu hommage aux 2 présidents qui ont œuvré pour sa libération, Nicolas Sarkozy d'une part, et François Hollande, vous la voyez ici, avec un large sourire à sa descente d'avion. Alors on a entendu beaucoup de polémiques pour savoir en fait qui avait la paternité de cette libération. C'est quoi, c'est une querelle des libérateurs ? C'est une querelle qui est malvenue. Moi, je crois qu'il faut être très modeste dans ces cas-là. D'ailleurs, François Hollande l'est dans son comportement sur ce genre de sujet depuis toujours. Évidemment que ce n'est pas une personne. Nicolas Sarkozy, lui, il voulait faire croire que lui, sa personne, allait tout régler, y compris ça. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont battus. Moi, je vois sur les images là, Frédéric Cuvillier, qui est ministre des Transports aujourd'hui, mais qui a été député dans le précédent mandat. Moi, je l'ai soutenu. J'ai beaucoup discuté le maire de la commune de Florence Cassé dans le nord de la France. Avec lui de cette question. Et il y avait eu cette histoire quand même absurde quand on y repense, que Nicolas Sarkozy avait voulu faire une année France-Mexique. Pendant une année, on allait célébrer les relations entre la France et le Mexique, alors qu'on savait qu'il y avait ce contentieux. Et au dernier moment, il a complètement changé d'avis en disant « Je dédie cette année France-Mexique à Florence Cassé », ce qui a évidemment provoqué une réaction très hostile du Mexique, qui a immédiatement tout annulé. Je pense que Nicolas Sarkozy a contribué dans le précédent mandat à ce que ce sujet ne soit pas oublié, c'est indéniable, mais que là, c'est sans doute plus le changement de président au Mexique, et ils ont le courage de le reconnaître, les changements dans l'organisation de la justice au Mexique grâce à ce nouveau président, grâce à aussi des changements à la Cour suprême qui ont permis cette libération qui est heureuse et qui permettra en plus visiblement de faire bouger les choses, y compris au Mexique. Corinne Narassiguin, vous êtes députée des Français de l'étranger, mais pas du tout de cette circonscription d'Amérique latine. Voisine. Oui, vous êtes voisine, un peu plus au nord. Vous avez vécu ça comment J'ai forcément suivi ça de très près. Oui. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où le Mexique a reconnu qu'il y avait des problèmes de procédure et que ça a permis la libération de Mme Cassé, c'est une bonne chose. Pour elle, je pense que ça a eu beaucoup d'impact très négatifs sur ces dernières années sur les relations diplomatiques entre la France et le Mexique. Donc je pense que c'est une bonne chose que cette affaire soit close, bien sûr pour la première concernée, mais aussi pour la France et le Mexique. Corinne Narassiguin, on a envie de vous souhaiter bon courage pour les 2 semaines qui vont arriver. Merci beaucoup, François de Rugy, d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, Aude ? Oui, même lieu, même heure. C'est une bonne idée. Bonne semaine.